Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. À Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, la visite du pape Léon XIV attendue dans les prochains jours ravive l'espoir d'un retour au dialogue et à l'apaisement. Les détails dans ce journal. En République démocratique du Congo, les députés ont entamé l'examen des accords conclus à Washington en 2025 portant sur la paix avec le Rwanda et un partenariat stratégique avec les États-Unis. On en parle dans cette édition. L'Ukraine et l'Allemagne ont signé à Kiev un partenariat de défense stratégique visant à renforcer la sécurité européenne. Les détails dans cette édition. Apprenti chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, la visite du pape Léon XIV, attendue dans les prochains jours, ravive l'espoir d'un retour au dialogue et à l'apaisement. Cette venue intervient alors que la région anglophone reste marquée par près de 10 ans d'années de conflits armés opposant forces gouvernementales et groupes séparatistes. Le reportage. À Bamenda, principale ville de la région anglophone du Cameroun, la population espère que la visite du pape Léon XIV apaisera un conflit qui dure depuis près de 10 ans. Depuis 2016, cette zone est marquée par une insurrection séparatiste et une répression militaire. À la paroisse Saint-Joseph, habitants et responsables religieux espèrent un retour au dialogue. Au moment où le pape foulera la terre de Bamenda, nous espérons la paix. Tous les meurtres, tous les enlèvements doivent cesser. L'archevêque de Bamenda, Monseigneur Andrew Fouagnan-Kea, espère pour sa part que la visite du pape pourra adoucir les cœurs des extrémistes et ouvrir la voie à une reprise du dialogue. Il dénonce également une dérive du conflit devenue selon lui largement alimentée par des logiques financières d'enlèvement et de rançon. Le conflit s'est transformé en une affaire d'argent, ce qui est très dangereux pour la population car on ne peut plus distinguer les combattants séparatistes des bandits qui s'installent sur les routes pour extorquer de l'argent aux gens.
On constate que bon nombre des personnes enlevées ne le sont pas pour des raisons politiques, mais uniquement pour des raisons financières. Pour les autorités religieuses, comme pour certains acteurs juridiques locaux, seule une solution politique globale permettra de sortir de la crise. Il faut s'attaquer à la décolonisation inachevée du Cameroun du Sud, ainsi qu'à la mauvaise foi, à la marginalisation, à l'effacement de l'identité et à la tentative d'assimilation. Et lorsque ces problèmes seront résolus, quelle que soit la solution acceptée par les deux parties et le médiateur, cela constituera les bases d'une paix fondée sur la justice. Le Vatican n'a pas officiellement détaillé les retombées attendues de cette visite, mais celle-ci s'inscrit dans une tournée africaine placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Dimanche 13 avril, en République démocratique du Congo, les députés ont entamé l'examen des accords conclus à Washington en 2025, portant notamment sur un accord de paix avec le Rwanda et un partenariat stratégique avec les États-Unis. À l'issue d'une première journée de débat, les deux textes ont été jugés recevables par les élus, ouvrant la voie à la poursuite de leurs études parlementaires. Suivons ensemble un extrait de reportage. En République démocratique du Congo, les députés ont commencé l'examen des différents accords signés à Washington en 2025. Deux textes sont à l'étude devant l'Assemblée. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et l'accord de partenariat stratégique entre le Congo et les États-Unis. Pauline Azidi, après une première journée de débat, les élus ont déclaré ces deux documents recevables. Oui, les deux textes, les deux projets de loi qui vont encadrer la ratification des deux accords ont effectivement été déclarés recevables à une grande majorité des voix, 346 voix pour, 7 contre et 2 abstentions. Le débat a été assez court ce lundi. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, a été entendue, puis quelques députés ont pris la parole. Plusieurs élus, dont certains de l'opposition, ont insisté sur la nécessité de transparence, de vigilance parlementaire et du respect strict des engagements. Enfin, une motion a été déposée pour mettre fin à ce débat. Motion adoptée. Le vote a donc eu lieu dans la soirée. Les deux textes vont désormais partir en commission mixte, Assemblée nationale et Sénat, pour 24 heures. L'accord de partenariat stratégique doit, lui, être examiné par la commission Relations extérieures et Ecofin. Le texte signé avec le Rwanda doit pour sa part passer par la commission Relations extérieures, Défense et sécurité. Puis ce sera le retour devant les parlementaires avant l'adoption définitive par les deux chambres. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur ce vote puisque le Parlement est largement dominé par la coalition au pouvoir et que ces deux textes sont aujourd'hui au cœur de la diplomatie. Selon l'Organisation des Nations Unies, près de 700 civils ont été tués depuis janvier au Soudan lors d'attaques menées par drone dans un contexte de guerre qui se poursuit depuis 3 ans. Les agents onusiennes alertent sur une crise humanitaire majeure marquée par la famine, des déplacements massifs de population et la poursuite des violences à travers le pays. Suivons ensemble. À la veille du 3e anniversaire du conflit soudanais, l'ONU a tenu à Genève une conférence de presse pour alerter sur l'aggravation de la crise humanitaire et l'intensification des violences. Plusieurs agences des Nations Unies, dont l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial, ont présenté des bilans particulièrement préoccupants. Le Comité international de la Croix-Rouge a alerté sur le sort des personnes disparues. Nous savons déjà qu'il y a plus de 11 millions de personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays et que 70 à 80% des infrastructures sanitaires dans les zones de conflit sont devenues inopérantes. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, le nombre de cas de personnes disparues continue d'augmenter. De nombreux réseaux de communication ayant été détruits, d'innombrables familles ont perdu le contact avec leurs proches et le fait de ne pas connaître leur sort leur cause une souffrance psychologique profonde et durable. Plus de 11 000 cas de personnes disparues ont été enregistrées par le CICR au Soudan, soit une augmentation de plus de 40% au cours de la seule année écoulée. Au Soudan, les frappes de drones, presque quotidiennes, bouleversent la vie des habitants dans l'ouest du pays, notamment au Kordofan et au Darfour.
Près de 700 civils auraient été tués lors de frappes de drones au cours des 3 premiers mois de cette année seulement. Des millions de personnes ont été chassées de leur foyer à travers le Soudan et au-delà de ses frontières. Des communautés entières se sont vidées et des familles ont été déracinées à maintes reprises. Le risque d'une instabilité régionale plus large reste très élevé. Une conférence internationale des donateurs doit se tenir à Berlin pour tenter de relancer l'aide au Soudan. Seuls 16% de l'appel de fonds de 2,9 milliards de dollars ont été financés. Dans la journée du mardi à Kiev, l'Ukraine et l'Allemagne ont conclu un partenariat de défense stratégique visant à renforcer la sécurité européenne. À cette occasion, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays devrait être pleinement intégré au dispositif sécuritaire du continent, évoquant des discussions en cours sur la mise en place d'un nouveau système de défense conjoint avec des États-Unis, de l'Union européenne et des partenaires internationaux. Suivons à présent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand Friedrich Merz ont annoncé ce mardi un partenariat stratégique en matière de défense. L'accord vise à renforcer la coopération militaire, notamment dans des domaines comme les drones et les technologies de pointe, alors que l'Europe cherche à tirer des leçons de l'expérience acquise par l'Ukraine sur le front face à la Russie. Україна готова зробити свій внесок. Ми запропонували Німеччині угоду щодо дронів, двосторонню дрон-діл, різних типів дронів, ракет, софту та сучасної оборони. Наші команди починають конкретну роботу. L'industrie de défense ukrainienne a intensifié sa production. La plupart des armes actuellement utilisées sur le front sont fabriquées dans le pays. Зброя, яку використовує сьогодні Україна для різних видів операцій, long range, на полі бою, захист неба тощо, більшість цієї продукції виробляється сьогодні в Україні. І звідси йде наш дрон-діл з різними країнами. Обсяг можливості в 2 рази більше, ніж ми використовуємо сьогодні нашого українського виробництва. Ces dernières semaines, l'Ukraine a également signé des accords de 10 ans avec l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Elle est également en pourparlers avec le Koweït, Oman, la Turquie ainsi que la Syrie. Dans le nord de la bande de Gaza, une frappe israélienne a coûté la vie à 4 personnes, dont un enfant, selon la défense civile palestinienne. Cette attaque intervient dans un contexte de guerre prolongée opposant Israël au mouvement islamiste Hamas, un conflit qui continue de provoquer de lourdes pertes humaines après 2 années d'affrontement. Reportage. Dans les bras de cet homme, la dépouille de son fils, Yahya, tué par une frappe israélienne à seulement 3 ans. La détresse d'un père face à un deuil impossible. Ici, à la morgue de l'hôpital Al-Shifa, les proches de cette nouvelle victime de la guerre laissent éclater leurs larmes et aussi leur colère. La famille se rendait à un mariage au moment de la frappe. Il était fou de joie de s'habiller pour l'occasion. Et il s'est retrouvé enveloppé dans un linceul taché de sang. Telle est la réalité des enfants de Palestine et le sort du peuple palestinien. Ne jamais connaître le vrai bonheur. Selon le ministère de la Santé de Gaza, c'est dans l'attaque de ce véhicule de police que Yahya est mort, touché par des éclats d'obus qui ont fait plusieurs victimes. L'armée israélienne a indiqué enquêter, comme dans d'autres drames similaires survenus à Gaza depuis le début de la guerre. Nous attendons une désescalade depuis 3 ans. Chaque jour, nous pensons que ça va arriver aujourd'hui. Nous avons désespérément besoin de chaque minute. Nous voulons une désescalade, nous voulons la paix, nous voulons le bien. C'est ce que nous voulons. Qu'est-ce que cet enfant a fait de mal? Il marchait simplement dans la rue. Plus au nord, près de Jabalia, les autorités de santé ont indiqué qu'un adolescent de 14 ans avait été tué par des tirs israéliens. Depuis l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre dernier, les 2 camps s'accusent mutuellement de violation de l'accord. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 750 Palestiniens ont été tués, des chiffres jugés fiables par l'ONU. Autre actualité à présent, à Lima, le candidat ultra-conservateur à la présidentielle péruvienne, Rafael López Aliaga, a mobilisé des centaines de
partisans pour dénoncer ce qu'il qualifie de fraude électorale. Lors de ce rassemblement, il a accordé un délai de 24 heures aux autorités électorales pour annuler le scrutin, intensifiant ainsi les tensions politiques dans le pays. Suivons ensemble. Alors que l'issue des élections au Pérou reste encore incertaine, les partisans du candidat d'extrême droite Rafael López Aliaga sont descendus dans la rue. Ils dénoncent des actes de sabotage et réclament un nouveau scrutin après une élection entachée de problèmes d'organisation. Messieurs les membres de la Commission électorale nationale, nous vous fixons un délai. Vous avez 24 heures pour déclarer la nullité de cette mascarade. Nous allons attendre les résultats, mais quoi qu'il en soit, même si les résultats nous sont favorables, nous demanderons la tenue de nouvelles élections. Rafael López Aliaga est actuellement au coude à coude avec Jorge Nieto, le candidat de centre-gauche, alors que les dépouillements se poursuivent. Ils se disputent une place pour le second tour de la présidentielle qui aura lieu début juin, face à la candidate de droite Keiko Fujimori, arrivée en tête du premier tour. Les chiffres sont très serrés, mais de toute façon, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre les résultats avec prudence et souhaiter bonne chance à chaque candidat. Je préfère ne pas en dire plus, sinon on dira que je préfère tel ou tel candidat. En attendant, les allégations de fraude se multiplient dans le pays, notamment à la suite d'un retard de livraison de matériel électoral ayant empêché le vote de dizaines de milliers de personnes dimanche dernier. Les observateurs de l'Union européenne affirment, eux, n'avoir trouvé aucune preuve de fraude. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition, en Argentine, la justice a ouvert un nouveau procès consacré aux circonstances du décès de la légende du football, Diego Maradona, survenu en 2020. Cette audience relance le débat sur d'éventuelles négligences médicales ou responsabilités dans sa prise en charge, 10 mois après l'annulation du premier procès marqué par un scandale judiciaire. Suivons ensemble cet extrait de reportage. Aux abords du tribunal fédéral de San Isidro au nord de Buenos Aires, les fans de la légende du football Diego Maradona réclament justice. À l'intérieur, sur le banc des accusés, son ancienne équipe médicale, médecins, psychologues, infirmiers, 7 professionnels de santé sont poursuivis pour des négligences ayant pu entraîner la mort de l'international argentin. Ils ont tué Dieu. Je veux la justice pour l'amour de Dieu. C'est tout. Permettez-moi de le répéter. Tous les accusés sont dans le box inculpés d'homicide. Homicide, des assassins. Le joueur de renommée mondiale est décédé à l'âge de 60 ans d'une crise cardio-respiratoire couplée à un œdème pulmonaire. Il se trouvait seul dans une résidence privée alors qu'il se remettait d'une opération du cerveau sans complications. Selon le rapport d'autopsie, Diego Maradona aurait agonisé pendant plusieurs heures avant son décès et dans des conditions insalubres, sans matériel médical adapté. La défense de son côté soutient que Maradona, connu pour avoir lutté contre ses addictions à la cocaïne et à l'alcool, est décédé de causes naturelles. À mon avis, personne n'est pénalement responsable. Malheureusement, Diego Armando Maradona, qui était une idole pour tout le monde, est mort parce que son heure était venue, en raison de l'évolution de ses problèmes de santé. L'équipe médicale était déjà au cœur du premier procès l'année dernière, annulé à la suite de la participation secrète d'un des juges à un documentaire sur cette affaire. Si les soignants sont reconnus coupables, ils risquent entre 8 et 25 ans de prison. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Esaü Télévision.